Elle pensait que sa meilleure amie vivait un rêve. Un mari riche, des voitures de luxe, une maison parfaite, jusqu'à ce que l'envie la pousse à prendre sa place. Et elle découvrit trop tard le terrible secret que son amie avait caché pendant tout ce temps. Sandra et Anita ont grandi comme seuls les vrais amis d'enfance le font, en partageant une seule vie entre deux corps. Elles vivaient dans le même compound bruyant de surulrés, à Lagos, courant pieds nus entre les seaux d'eau et se tressant les cheveux le samedi matin. Sandra était la calme, douce, patiente, toujours à réfléchir avant de parler. Anita était le feu, bruyante, théâtrale, pleine de rêves plus grands que la rue où elles avaient grandi. Elle voulait toujours plus, courait après les projecteurs, imaginait toujours un avenir plus riche. Mais peu importe leurs différences, elles avançaient ensemble comme des sœurs. Quand on voyait Anita, Sandra n'était jamais loin. Si Sandra pleurait, Anita prenait la défense. Si Anita échouait à un examen, Sandra passait la nuit à l'aider à réviser. Leur mère souriait et disait « Ces deux-là ». Elles étaient nées dans des maisons différentes, mais élevées par un seul cœur. Grandir n'y changea rien. Elles se chuchotaient leurs rêves sous le ventilateur de plafond la nuit. Sandra voulait une vie simple, un petit commerce, une maison paisible, un homme qui l'aimerait sincèrement. Anita voulait tout, grande maison, voiture hors de prix, un mari riche, des voyages hors du Nigeria. Pourtant, elles restaient soudées. À leur dernière année d'université, Sandra avait commencé à faire du catering pour des petits événements afin de subvenir à ses besoins. C'est ainsi qu'elle rencontra Victor, un jeune homme d'affaires beau et bien habillé qui vint chercher une commande pour son entreprise. Il complimenta sa cuisine, puis son sourire, puis sa gentillesse, et avant que Sandra ne comprenne ce qui lui arrivait, elle était tombée amoureuse de lui. Victor était tout ce dont elle avait rêvé, calme, respectueux, généreux, concentré. Il lui apportait à manger sans prévenir, l'aidait à porter les plateaux lors des événements, attendait même après les cours pour qu'elle ne rentre pas seule. Sandra n'arrivait pas à croire que Dieu lui avait envoyé un tel homme. Lorsqu'elle le présenta à Anita, celle-ci la serra dans ses bras avec enthousiasme. Enfin, notre Sandra a trouvé l'amour. Et au début, Anita le pensait sincèrement. Elle était heureuse pour son amie. Elle n'avait aucune raison d'être jalouse, aucune raison de se sentir laissée pour compte. Mais quand Victor fit sa demande en mariage quelques mois après la remise des diplômes, Anita ressentit quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Une petite pointe dans la poitrine, un murmure discret. Victor offrit à Sandra la demande dont rêvent la plupart des filles. Dîner aux chandelles à Victoria Island, roses partout sur la table, et une bague en argent qui brillait comme le soleil du matin sur l'eau. Leur mariage devint l'événement dont tout Lagos parlait. Élégant, classe, débordant d'amour. Sandra portait une robe tout droit sortie d'un magazine de mariée. Victor se tenait fier à ses côtés. La salle scintillait, l'air sentait l'orchidée, et les invités chuchotaient. Sandra est entrée dans le plaisir. Voilà ce qu'est le mariage. Anita se tenait à ses côtés en tant que demoiselle d'honneur, souriante sur toutes les photos. Mais au fond de sa poitrine, quelque chose se serrait, pas de la haine, juste un désir discret qu'elle essayait d'ignorer. Après le mariage, Sandra emménagea dans l'immense maison de Victor. Un duplex blanc avec de grandes baies vitrées, des sols brillants et des voitures de luxe alignées comme des trophées. Lors de la première visite d'Anita, elle resta bouche bée. Sandra était vraiment entrée dans le monde dont elle rêvait autrefois. Un monde dont Anita, elle, avait toujours rêvé. Sandra l'accueillit avec un grand sourire, lui fit visiter le salon, la cuisine, le dressing rempli de dentelles, de bijoux en or et de parfums importés. À l'intérieur d'Anita, quelque chose de chaud et d'amer montait. Cette vie aurait dû être la mienne. Mais elle ravala cette pensée et serra son amie très fort, car à ce moment-là, sa jalousie était encore petite, encore douce, et se faisait passer pour de l'admiration. Au début, Sandra croyait vraiment que son mariage serait tout ce dont elle avait rêvé, paisible, aimant, béni. Victor la traitait avec douceur, lui ouvrait les portes, lui offrait de petits cadeaux juste pour voir son sourire. Mais petit à petit, les fissures apparurent. D'abord les nuits où il ne rentrait pas. Sandra attendait au salon, son dîner refroidissait, ses yeux fixés sur l'horloge. Quand Victor finissait par rentrer à 2 ou 3 heures du matin, il sentait l'alcool et parfois le parfum d'une autre femme. Lorsqu'elle demandait doucement « Victor, où étais-tu » il la fusillait du regard comme si elle l'avait insulté. Une nuit, sa voix trembla. « Tu n'as pas répondu à mes appels. »
La gifle arriva si vite qu'elle ne sentit même pas la douleur tout de suite. Ses oreilles sonnèrent, sa vision se troubla. Elle resta figée, le regardant avec peur. Victor redevint instantanément doux, prit son visage entre ses mains. « Sandra, je suis désolé. Tu m'as provoqué. Tu sais que je déteste quand tu râles. » Il embrassa son front. Le lendemain matin, il lui offrit un iPhone tout neuf et un sac à main qui valait plus que son ancien loyer. Ce fut le rythme de leur mariage. Il frappait, s'excusait, offrait des cadeaux, elle pardonnait, il frappait encore. Plus il devenait violent, plus les cadeaux étaient coûteux, comme s'il croyait que l'argent pouvait effacer la peur. Sandra voulait en parler à quelqu'un, à sa mère, sa sœur, même Anita, mais la honte lui serrait la gorge. Tout le monde admirait son mariage, l'enviait, la disait chanceuse. Comment avouer que l'homme qui lui offrait des diamants de posie lui laissait aussi des bleus sur les côtes? Elle apprit donc à tout cacher. Elle maîtrisa l'art du maquillage, correcteur sur les joues, poudre sur la mâchoire, manches longues pour les bras. Elle souriait malgré la douleur et postait des photos heureuses sur les réseaux, faisant semblant que tout était parfait. Tout le monde la croyait, surtout Anita. À chaque visite, Anita admirait la maison comme un musée de luxe. Les lustres, les sols en marbre blanc, les fleurs fraîches, les parfums importés sur la coiffeuse de Sandra. Victor l'accueillait chaleureusement. « Ah Anita, sois la bienvenue, j'espère que les embouteillages n'étaient pas trop terribles. » Elle rougissait et riait. « Merci, monsieur. » Sandra, assise là, souriait en cachant le gonflement de sa paume que Victor avait serré trop fort la veille. L'admiration d'Anita se transforma lentement en désir ardent. Elle restait éveillée la nuit à penser. Sandra a tout, la grande maison, les voitures, l'argent, et un mari qui la chouchoute. Si j'avais un mari comme Victor, je ne me plaindrais jamais. Je l'adorerais. Elle ignorait la vérité, car Sandra ne la lui avait jamais montrée. Quand Anita comparait sa propre vie, petit appartement, petit copain peu fiable, galère quotidienne, l'envie grandit en elle comme une mauvaise herbe. D'abord elle la réprima, ce n'est que de l'admiration. Mais l'admiration devint désir, le désir devint fantasme, le fantasme devint amertume. Elle se mit à penser que Sandra ne méritait pas ce qu'elle avait, qu'elle le prenait pour acquis. Une nuit elle se murmura, « Si cet homme était à moi, je le traiterais comme de l'or. » Anita devint plus calculée. Elle s'habillait élégamment pour les visites, robe moulante, parfum subtil, bijoux qui scintillaient sous les lumières. Elle riait gaiement avec Victor, jouait doucement avec ses cheveux en lui parlant, le complimentait sans cesse. « Victor, tu es tellement responsable. Victor, tu traites si bien Sandra. Victor, n'importe quelle femme serait bénie de t'avoir. » Sandra ne remarquait rien. Elle était trop occupée à cacher ses bleus. Victor, lui, remarquait, pas parce qu'il désirait Anita, mais parce qu'il sentait sa desperation. Il esquissait parfois un sourire en coin quand elle ne regardait pas. Anita insistait. Elle l'aidait à porter de petits objets, s'asseyait près de lui, proposait de faire des courses. Elle postait même des photos prises dans la maison de Sandra avec des légendes comme « Le mariage est doux quand on épouse son meilleur ami ». Elle ne parlait pas de Sandra, mais de Victor. Malgré tous ses efforts, Victor ne la regardait jamais avec intérêt. Il lui accordait à peine plus qu'une politesse distante. Ce rejet la blessait plus qu'elle ne l'aurait cru, car dans son esprit, elle méritait la vie de Sandra plus que Sandra elle-même. Un soir, après une visite où Victor l'avait à peine remarqué, Anita rentra chez elle amère. Son envie était devenue lourde, dangereuse. Pendant 4 jours elle ne dormit presque pas. Elle s'imaginait dans les vêtements de Sandra, vivant dans cette maison, roulant dans ses voitures, étant appelée « Madame Victor ». Elle pria, jeûna, tenta même un flirt plus direct. Rien ne marcha. Finalement, elle franchit une ligne qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir. Elle décida d'aller voir un herbaliste, un vieil homme connu à la périphérie de Lagos pour ses travaux spirituels. Ceux qui lient les cœurs, brisent les mariages et réécrivent les destins. Elle marcha jusqu'à lui le souffle court, le cœur battant, l'esprit obscurci par l'envie. Tout ce qu'elle voyait, c'était la vie que menait Sandra, la vie qu'elle était convaincue de mériter. L'herbaliste était un vieillard aux yeux calmes et à la voix qui ressemblait au bruissement des feuilles. Il la regarda longuement avant de parler. « Pourquoi es-tu venue » Anita déglutit. Sa voix tremblait, mais son désir était plus fort que sa peur. « Je veux Victor.
Je veux qu'il quitte sa femme et qu'il n'amore que moi. L'herbaliste cligna lentement des yeux, l'observa, puis soupira. Ce genre de travail lie les destins. Si je le fais, tu ne pourras jamais le quitter. Même s'il te fait mal, même s'il te détruit, le charme ne pourra pas être défait. Anita sentit l'avertissement comme une brise sur sa peau, léger, facile à ignorer. Sa jalousie parlait plus fort. Faites-le. Je n'ai pas peur. Le vieil homme secoua la tête, presque avec pitié. Je ne veux pas qu'on me reproche plus tard. Une fois le charme jeté dans la rivière, il est parti pour toujours. Ta vie sera liée à la sienne jusqu'à la mort. Anita hocha la tête avec avidité. J'accepte. Le rituel commença. Il noua des fils rouges et noirs, prononça des paroles étranges, plaça le nom de Victor dans un petit pot en argile, brûla des herbes qui remplirent la pièce d'une fumée épaisse. Le cœur d'Anita battait à tout rompre. Elle sentait l'air changer, quelque chose d'invisible s'enrouler autour d'elle. Quand l'herbaliste eut fini, il enveloppa le charme dans un tissu. Il faut le jeter dans la rivière ce soir. Après cela, plus de retour en arrière possible. Anita le regarda partir avec le charme. Elle se sentait victorieuse. Elle ignorait qu'elle venait de sceller son propre sort. Le sortilège agit. Tout changea très vite, presque du jour au lendemain. Victor devint distant avec Sandra, froid, irritable, inexplicablement en colère. Il cessa de dormir dans leur chambre, cessa de rentrer, cessa même de faire semblant de l'aimer. Un matin, sans prévenir, il lui dit « Sandra, quitte ma maison. » Comme ça. Sandra se figea, tremblante, perdue. « Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il ne répondit pas. Il traîna simplement ses valises dehors et lui claqua la porte au nez. Sandra pleura tout le trajet jusqu'à chez sa mère, humiliée, brisée, et toujours trop honteuse pour expliquer la vérité sur son mariage. Pendant ce temps, Anita attendait, le souffle court, que Victor l'appelle. Et il le fit, pas avec tendresse, pas avec chaleur, mais avec une urgence étrange et inquiétante. « Viens chez moi. » Anita crut que le charme avait parfaitement fonctionné. Elle mit sa plus belle robe, se maquilla, copia le doux sourire de Sandra et entra dans la maison. Mais la maison était froide. Victor avait le regard plus sombre, plus dur. Pourtant, Anita jubilait. Elle avait pris la place de Sandra. En moins d'une semaine, Victor l'épousa. Elle entra dans la maison non plus comme une invitée, mais comme la nouvelle Madame Victor. Mais le charme n'avait pas apporté l'amour. La première correction arriva avant même la lune de miel. Il fracassa son téléphone parce qu'elle avait demandé le mot de passe Wi-Fi. Quand elle pleura, il la frappa encore plus fort. Il n'y eut ni cadeau ni excuse, seulement des insultes, des cris et des menaces. Anita se dit que c'était le stress, qu'il finirait par se calmer. Mais non. Les coups devinrent quotidiens. Pour avoir parlé, pour avoir posé une question, même pour avoir respiré trop fort. Il la gifla dans le salon, la frappa dans la cuisine. Un après-midi, il la traîna dans la cour et la battit devant le gardien. Le charme l'avait liée à son corps, pas à sa paix, pas à sa sécurité, pas à son bonheur. Plus elle résistait, pire c'était. Une nuit, tremblante, couverte de bleu et terrifiée, Anita courut jusqu'au sanctuaire de l'herbaliste. Elle s'effondra à ses pieds en pleurant. « S'il vous plaît, défaites-le. Je vous en supplie. » L'herbaliste la regarda avec tristesse. « Je vous avais prévenu. Une fois jeté dans la rivière, on ne peut plus le récupérer. » Anita hurla, supplia, s'arracha les cheveux. Il répéta doucement. « À moins que tu ne retrouves le charme au fond de la rivière, tu es lié à lui. » Son monde s'écroula. Elle sortit du sanctuaire les bras et le torse bandés, ombre errante de la femme qui jadis enviait la vie de son amie. Pour la première fois, elle comprit qu'elle n'avait pas volé les bénédictions de Sandra. Elle avait volé sa souffrance. Anita quitta le sanctuaire brisé, tremblante, enveloppée de bandages sales. Le soleil de Lagos était trop vif, l'air trop lourd, le monde trop bruyant. Chaque pas faisait mal à ses côtes. Mais la douleur dans sa poitrine était pire, un regret brûlant qui la rongeait de l'intérieur. Victor n'était plus un mystère, plus une obsession, plus le fantasme qu'elle s'était construit. C'était un monstre, et elle s'était attachée à lui de ses propres mains. Pour la première fois depuis le sortilège,
Anita vit son reflet dans une vitrine. Lèvres gonflées, joues bleuies, yeux éteints. Elle ne se reconnaissait plus. Et elle sut exactement où aller. Sandra était revenue à Surulré, louait une petite chambre et se concentrait sur son catering. Elle avait maigri, mais avait retrouvé la paix, une force tranquille qui la rendait plus belle que tous les bijoux que Victor lui avait offerts. Anita prit un Okada jusqu'au quartier de Sandra. Les gens regardaient ses blessures, mais elle s'en fichait. Son cœur était plus lourd que son corps. Arrivée devant la porte, elle tomba à genoux, la voix brisée. « Sandra, s'il te plaît, ouvre. » Sandra sortit avec un bol dans les mains, stupéfaite par le spectacle. Anita leva son visage ravagé de larmes. « Sandra, je t'en supplie. Je suis désolée. J'ai tout détruit. J'ai pris ton mari. Je voulais ta vie. » Elle éclata en sanglots. « J'ai fait des charmes. J'ai forcé les choses. Et maintenant je meurs de l'intérieur. Pardonne-moi. » Sandra se figea. C'était la même femme qui avait été sa sœur pendant des années. La même qui l'avait trahie. La même qui lui avait volé son foyer. La même qui avait ri dans son dos. Et voilà qu'elle était à genoux, brisée, saignant, bandée comme un animal blessé. Sandra posa le bol et l'aida à se relever. Elle ne la serra pas dans ses bras, mais ne la repoussa pas non plus. Anita pleurait dans ses mains. « Il me bat tous les jours. Même dehors, même devant les gens. J'ai essayé de fuir. J'ai essayé de rompre le charme. L'herbaliste a dit que c'était impossible. » Sandra inspira profondément. Après un long silence, elle dit doucement. « Anita, je te pardonne. » Anita sanglota plus fort et s'appuya contre le mur. « Mais, continua Sandra, je te pardonne. Par contre, nous ne pourrons plus jamais être amis. » Les pleurs d'Anita s'arrêtèrent net. Son cœur chavira. Sandra essuya ses mains sur son pagne. « Tu as brisé quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Je ne peux plus marcher avec toi comme avant. Mais je ne garderai plus ton péché contre toi. » C'était le genre de pardon qui apportait la paix, mais aussi la fin définitive. Sandra rentra dans sa chambre sans se retourner. Anita, restée devant la porte, comprit qu'elle avait perdu la seule chose qu'elle avait vraiment eue. La seule personne qui l'ait jamais aimée sincèrement. Elle retourna chez Victor parce qu'elle n'avait pas le choix. Le charme tirait sur sa poitrine comme une chaîne. À chaque tentative de fuite, une douleur aiguë lui serrait le cœur, lui rappelant que la mort était proche. Elle revint donc dans la même maison qu'elle avait tant admirée. La porte d'entrée était grande ouverte. La musique hurlait. Des rires résonnaient dans le couloir. Victor donnait une autre fête. Des femmes en robe courte dansaient autour de lui, les amis fumaient, buvaient, jouaient bruyamment. Quand il la vit plantée là, couverte de bleu, bandée, vidée, il ne s'arrêta pas. Ne demanda pas où elle était allée. Ne montra aucune inquiétude. Il se contenta de pointer la cuisine. « Va servir mes invités. » Comme une prisonnière, elle obéit. Elle porta les plateaux de nourriture avec des mains tremblantes, versa les verres pendant que les hommes chuchotaient. « Ce n'est pas Madame Victor ça? Pourquoi elle est dans cet état ?» Certains riaient, certains la plaignaient. Personne ne l'aida. Victor pelotait ouvertement d'autres femmes devant elle. Il en entraîna une dans la chambre pendant que la musique continuait. Anita continuait de servir le vin, ses larmes coulant en silence sur le plateau. Quand elle fit tomber un verre par inadvertance, Victor descendit et la gifla si fort qu'elle tomba à genoux. Les invités regardaient. Personne ne bougea. Les paroles de l'herbaliste résonnaient dans sa tête. « Si tu essaies de le quitter, tu mourras. » À cet instant, elle comprit. Elle n'était plus une épouse, plus une rivale, plus une amie. Elle était une prisonnière dans un palais doré, punie par la vie même qu'elle avait enviée. Plus tard cette nuit-là, alors que la fête s'éteignait et qu'Anita nettoyait les débris avec des mains tremblantes, elle fixa la bouteille cassée au sol. Ses larmes tombèrent sur les éclats de verre. La vie qu'elle avait voulue, le mari qu'elle avait convoité, le mariage qu'elle avait volé était devenu sa malédiction. Pour le reste de ses jours, Anita vivrait avec les conséquences d'un choix fait par jalousie. Un choix qu'elle ne pourrait jamais défaire. Elle n'espérait plus être sauvée. Elle ne souhaitait plus s'échapper. Elle ne priait plus pour l'amour. Elle survivait simplement, souffle après souffle,
jour après jour, prisonnière d'un mariage qui brillait de loin mais la vidait de son sang de près. C'était désormais son destin. Un destin qu'elle avait choisi. Un destin qu'elle ne pourrait jamais défaire. Et quelque part à Lagos, Sandra continuait de grandir, de guérir, de reconstruire sa vie. Un rappel discret que la vraie richesse, c'est la paix, et que la jalousie est une dette qui finit toujours par être payée jusqu'au dernier kobo.